Bonjour Volodymyr Zelensky, bonsoir Monsieur le Président. Merci beaucoup d'accorder votre première interview à un média français sur BFM TV, la première chaîne d'information française. Depuis le 24 février, vous êtes le président d'un pays en guerre, 56e jour. Vous êtes évidemment en Ukraine, dans un endroit que nous garderons secret. À mes côtés, Ulysse Gosset. Tout d'abord, la situation à Mariupol. Votre gouvernement a donc annoncé qu'un accord a pu être trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées. Est-il déjà opérationnel? Ces évacuations vont-elles pouvoir rapidement commencer? Bonjour. Merci de me donner la possibilité de vous parler. Quelques précisions tout d'abord. Je me trouve dans le bureau du président ukrainien, rue Bankova. C'est l'un des cabinets de notre bureau. Concernant la guerre, effectivement, vous disiez qu'elle avait commencé le 24 février, mais j'aimerais que le monde entier comprenne que la guerre a commencé il y a 8 ans. Le 24 février, c'est l'intrusion à grande échelle de la Russie qui a commencé. La guerre a débuté en 2014-2015 du point de vue militaire et depuis cette date, 15 000 personnes sont mortes. Et depuis, il y a évidemment beaucoup plus de victimes. La vie a recommencé plus ou moins à Kiev. Vous savez que les frappes aériennes continuent. La situation est assez difficile. Vous savez que la situation au Donbass est très difficile depuis 8 ans, car les guérillas se sont poursuivis durant tout ce temps-là. En ce qui concerne les évacuations, elles continuent. Elles se font sur la base du volontariat. L'État et les pouvoirs locaux fournissent les moyens de transport pour évacuer un maximum de personnes. Mais nous avertissons la population. Nous communiquons depuis quelques jours en insistant sur la nécessité d'évacuer, car l'offensive commence. Les Russes ont amassé des milliers de chars armés et des dizaines de milliers de troupes dans cette région. Monsieur le Président, vous avez entendu cet appel de Mariupol, des soldats qui sont sur place, assiégés, et qui disent « Nous vivons nos dernières heures ». Est-ce que vous avez encore l'espoir de pouvoir continuer le siège et de tenir le siège pendant plusieurs jours? Est-ce que l'armée ukrainienne pourrait intervenir ou bien est-ce que la situation est quasiment désespérée pour ces soldats qui sont encerclés par les troupes russes? On fait tout ce qu'on peut. Évidemment, ces soldats sont bloqués. Vous savez qu'il n'y a pas que les militaires qui sont otages. Il y a aussi des civils, des enfants, des personnes âgées qui sont bloquées. Ce n'est même plus la guerre, mais c'est plutôt une action terroriste de la part de la Fédération de Russie à Mariupol vis-à-vis des habitants de cette ville. Tout a été détruit. 95% des bâtiments ont été détruits, y compris les écoles, les jardins d'enfants, les quartiers d'habitation, y compris les quais. Vous devez comprendre qu'il y a à peine 4-5% de la vie qui continue dans ces quartiers. Ils continuent à bombarder par les airs et continuent les frappes d'artillerie
Et c'est pourquoi une grande partie de gens ont tout simplement peur de sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une partie des personnes ont réussi à fuir vers le territoire ukrainien, vers Zaporizhia. Et une autre partie a été évacuée vers les territoires contrôlés par la Fédération de Russie. Vous devez savoir que toutes ces personnes qui ont été évacuées vers ces territoires contrôlés par les Russes ont disparu. Ils se trouvent dans des camps spécialisés sur le territoire russe. Certaines de ces personnes ont disparu tout simplement. Plusieurs enfants ont disparu. C'est une grande tragédie. Je vous dis la réalité. Les personnes qui se trouvent encore sur le site de l'usine Azovstal à Mariupol et sur le territoire de cette ville complètement détruite, ce sont nos gardes-frontières, les policiers, les habitants civils qui se sont cachés avec les enfants, parce qu'ils ont peur, parce que dès qu'ils sortaient, on leur tirait dessus, même par des missiles. Il faut comprendre qu'il y a encore des milliers de personnes qui se trouvent. Concernant votre question, c'est vrai, on ne sait pas combien d'heures ou de jours ils pourront tenir. En ce qui concerne l'armée, aujourd'hui, on ne sait pas comment elle pourra avancer sur ces 120 km de territoire tenu par les Russes. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Ce sont les équipements militaires russes qui nous empêchent d'avancer sur ce territoire vers Mariupol. Concernant les couloirs humanitaires, nous les accordons. Certaines personnes arrivent à fuir, mais la plupart du temps, les chemins sont bloqués et les gens n'arrivent pas à quitter la ville. Vous venez de décrire une situation épouvantable à Mariupol, Monsieur le Président. Le Pentagone, lui, annonce la livraison d'avions de chasse et de pièces détachées pour l'armée de l'air ukrainienne. Est-ce que vous nous le confirmez? S'agit-il aussi d'armes lourdes? On évoque des MiG russes. Est-ce que vous y voyez un changement de ligne majeur de la part des Occidentaux? Tout d'abord, je suis quelqu'un qui fait des pas concrets et qui parle de faits concrets. À ce stade, nous n'avons pas encore d'avions de chasse ou de quelque type que ce soit. Aujourd'hui, je peux confirmer que l'attitude de l'Occident est devenue plus chaleureuse. On l'observe. Et on l'espère, et on attend la livraison des armements lourds. Aujourd'hui, nous avons ce que nous avons. Donc, vous n'avez pas de date pour l'arrivée de ces renforts. Est-ce que vous avez en revanche des garanties? Nous avons les dates provisoires et nous avons des garanties, mais comme j'ai déjà dit dans cette question, nous voudrions d'abord obtenir cette aide et finalement après nous serons reconnaissants. Alors la France a toujours refusé, Monsieur le Président, de préciser quel type d'armes elle livre à l'Ukraine. Est-ce que ces armes françaises vous arrivent en quantité suffisante et est-ce que ce sont les armes que vous attendiez? Nous sommes reconnaissants à la France pour son soutien.
Et nous sommes reconnaissants aux autres États occidentaux, au Royaume-Uni, les États-Unis. Et concernant la France, nous avons reçu l'aide diplomatique et humanitaire et nous comptons sur l'aide militaire. Nous avons reçu des lettres. Concernant les choses concrètes, nous attendons et nous espérons. J'ai confiance en la France, j'ai confiance en vos dirigeants et nous espérons recevoir ces armements. Cela nous sera très utile. En tout cas, j'ai bien compris que pour l'instant, cet armement français ne vous est pas parvenu. Ulysse Gosset. Mais plus précisément, Monsieur le Président, quelle arme française avez-vous demandé? Et vous nous dites aujourd'hui que vous n'avez pas reçu, par exemple, de missiles français ou d'armes de défense antiaérienne françaises. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? On a obtenu certaines choses. En ce qui concerne les détails, je ne suis pas prêt à le dire, je serai franc, mais il y a des choses qu'on attend. Nous avons obtenu un signal que ce sera possible dans un futur immédiat. Alors, Monsieur le Président, parlons maintenant du Donbass. La grande offensive russe redoutée a commencé. Quel est le point de la situation militaire aujourd'hui, après 48 heures et est-ce que vous attendez ou redoutez une longue bataille dans le Donbass? Et comment allez-vous faire face à l'armada russe qui est déployée dans cette région de l'Ukraine? Difficile de dire que cela a commencé il y a 48 heures. Je constate qu'il y a 48 heures, ils étaient prêts à livrer une bataille à grande échelle. Et si cela a commencé, c'est une grande menace, mais nous serons prêts à tenir le coup. Mais je comprends qu'ils n'ont pas encore mobilisé tous les moyens. Et ça peut être une décision tactique. Donc, il y a des raisons d'être inquiet, mais aujourd'hui, l'unité et la coordination de nos forces armées sont telles que nous sommes prêts à nous défendre. Nous n'avons jamais voulu prendre les terres des autres, mais nous sommes prêts à défendre notre terre. Il utilise des armements différents, y compris non conventionnels. Et ce sont les tribunaux qui examineront les détails. Ce sont les tribunaux criminels internationaux qui prendront des décisions sur ce sujet. Et au passage, je voudrais remercier la France dans ce contexte, car après ce qui s'est passé à Boutcha, à Borodianka, notre parquet s'est adressé aux spécialistes français et ils sont venus et notre procureur général a fait un rapport sur cette collaboration. C'est aussi un soutien et nous sommes reconnaissants de cette aide de l'Occident. Mais sur le Donbass, Monsieur le Président, est-ce que c'est la bataille décisive de cette guerre? Est-ce que si vous gardez le Donbass, vous pourrez gagner la guerre? Et puis, vous dites que, que les Russes utilisent des armes non conventionnelles. De quel type d'armes parlez-vous? Tout d'abord, vous devez comprendre comment cela se passe. Par exemple, dans une petite ville comme Volnovaha, où ils sont entrés et qu'ils ont détruit, ils ont détruit toutes les maisons, tous les bâtiments. Vous devez comprendre ce qui se passe dans le Donbass. Ils ont détruit toutes les maisons. Il n'y a pas un habitant qui ait survécu. Peut-être quelqu'un a-t-il eu la vie sauve sous les ruines, mais à notre connaissance, il n'y a pas de survivants. Donc, il y avait une petite ville de Volnovaha
et il a été rasé de la carte. C'est pour cela que je ne suis pas persuadé que l'offensive à grande échelle a commencé. Ils avancent et ils ne laissent pas de ville derrière eux. Ils ne les occupent pas. Quand ils dépassent les petites villes, ils ne laissent rien derrière eux. Il n'y a plus rien à occuper. Il n'y a plus de gens, plus de bâtiments. Hier, les militaires m'ont fait un rapport concernant la grande bataille de Rubizhne. C'est aussi une petite ville. Tout a été détruit. Tout. Concernant les bombes utilisées, les bombes différentes sont utilisées. Nous vérifions l'utilisation d'armes chimiques par la Fédération de Russie. Nous nous présentons comme des gens justes et nous basons sur les faits. Donc nous devons prendre des échantillons qui seront étudiés par les spécialistes et c'est seulement ensuite que nous pourrons dire si cela a été utilisé et où et comment. Concernant d'autres armes non conventionnelles, elles ont été utilisées à Kharkiv et dans d'autres villes et nous collectons des preuves. La perspective du 9 mai en Russie vous inquiète-t-elle et ne craignez-vous pas un renforcement du coup des attaques russes lors de cette date? On comprend que les dirigeants de la Fédération de Russie aiment beaucoup les symboles. Et cela me rappelle d'autres dirigeants qui étaient très attachés à la numérologie, aux symboles. Vous savez, nous n'avons pas peur du 9 mai. Et nous sommes tranquilles à l'idée que la Russie pourrait utiliser cette date pour montrer leur soi-disant victoire. Nous avons entendu qu'ils prévoient d'organiser pour fêter le 9 mai des manifestations sur les territoires occupés. Je pense que c'est une grande erreur de la Fédération de Russie, comme par ailleurs la bataille pour la langue russe. Quand ils disent que, soi-disant, on tue les russophones à l'est de l'Ukraine, alors que la plupart des Ukrainiens de l'Est étaient russophones, et qu'ils regardaient avec de la haine toutes les personnes qui parlent l'ukrainien. C'est encore une fois une grande erreur de la Fédération de Russie. Mais chez nous, le 9 mai, c'est aussi un jour férié. Beaucoup de gens sortent ce jour-là pour commémorer la victoire sur le nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, s'ils lient cette date à leur projet en Ukraine, ce sera encore une grosse erreur historique de la part de la Fédération de Russie. Car en Ukraine, cette date a toujours été commémorée. Ce sont des faits historiques importants. Et la Russie fait tout son possible pour que les gens commencent à détester ce qui est lié à cette date.
Monsieur le Président, vous vous adressez ce soir aux téléspectateurs français sur BFM TV. Emmanuel Macron a été sévèrement critiqué pour avoir maintenu ses conversations avec Vladimir Poutine. Le président du Conseil italien lui-même s'interroge sur l'utilité de ce dialogue alors que Poutine poursuit son invasion sans retenue. Bref, faut-il continuer de parler à Vladimir Poutine ? C'est très difficile pour moi de dire, après ce que l'Ukraine a vu et ce que le monde a vu, après les actions de la Russie en Ukraine. Et je pense qu'Emmanuel Macron comprend également que l'espoir de dialogue avec le président Poutine est remis en cause après ce que je viens de mentionner. De notre côté, il n'y a pas eu de résultat. Je dirais qu'en Normandie, en 2019, puis à Paris, il y a eu des résultats. Déjà avec le président Macron, on a pu échanger. Il y a eu un résultat. On a eu un cessez-le-feu. On a eu des contacts. On a échangé des personnes. Il y a eu un cessez-le-feu. Il y avait un résultat. Mais vous savez, il s'est passé beaucoup de choses après. Beaucoup d'eau a coulé depuis. Aujourd'hui, l'Ukraine officiellement continue de parler à la Russie. Et nous sommes favorables à une rencontre entre les leaders, car cela pourrait arrêter cette guerre. Mais aujourd'hui, après chaque Boutcha, chaque Mariupol, chaque Volnovakha, le désir et la foi dans l'efficacité de ces pourparlers diminue de plus en plus. Monsieur le Président, je reviens sur les propos que vous avez eus concernant Emmanuel Macron. Vous avez dit que ses déclarations étaient très blessantes lorsqu'il refusait de parler de génocide en Ukraine. Alors, est-ce qu'il y a une tension entre la France et l'Ukraine, entre vous et le président Macron? Quel est l'état des relations et est-ce que vous considérez toujours que le président Macron a été blessant à votre égard? Vous savez, ce n'est pas de ma nature de me sentir offensé ou pas offensé. Aujourd'hui, je comprends que beaucoup de leaders dans le monde et beaucoup de personnes d'ailleurs doivent être ici sur place pour comprendre ce qui se passe ici. C'est la même chose concernant les pourparlers avec la Fédération de Russie. Il faudrait qu'elle sonne à la porte des Européens pour comprendre ce que l'on ressent quand les enfants sont tués. Il faudrait que l'on tue vos propres enfants. Je ne le souhaite à personne. C'est vraiment perdre le sens de la vie. Je ne peux même pas imaginer ce que ces gens-là éprouvent. C'est pourquoi je pense que la question de génocide, de viol de femmes, d'enfants, de bébés, jusqu'où ils sont allés, on ne peut pas le comprendre. Comment comprendre la destruction totale de villes? Je pense que c'est un génocide. Je pense qu'Emmanuel Macron parle d'un point de vue strictement juridique. Je pense qu'il comprendra que c'est un génocide quand il viendra ici. Je l'invite
comme j'invite chaque leader. Mais je voudrais insister. On ne peut concevoir que ce qu'on vit personnellement, que ce soit sa famille ou son pays. Que ce soit les questions de terminologie ou de sanctions contre la Russie, les gens n'y croient pas jusqu'à ce que cela les touche personnellement. Au nom de ce que vous venez de nous expliquer très clairement, comment qualifiez-vous en quelques mots aujourd'hui vos relations avec la France? Est-ce que nous sommes en relation de confiance? Et est-ce que cette confiance existe aussi avec le président Macron, au-delà de ce que vous venez de nous décrire? Oui, je crois qu'entre nos États, les relations se sont améliorées et sont devenues plus chaleureuses grâce à mes relations personnelles avec le président Macron. Je pense qu'il est dans une situation difficile car beaucoup de business en France sont orientés vers la Fédération de Russie. Auparavant encore, et encore aujourd'hui. Donc le business, l'argent, vous savez que c'est lié aux relations entre les deux pays. Les élites russes sont toujours venues se reposer en France, à Nice, à Cannes. Elles ont des yachts, des villas sur la côte. On comprend l'influence de l'argent des oligarques russes sur l'économie française. Donc je comprends la pression intérieure qui doit être assez importante. Mais le président Macron doit choisir, puisque c'est la guerre, entre le business, l'argent, cette histoire et la lutte pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la vie. C'est ma réponse. En tout cas, la pression en France ce soir est électorale, vous le savez, Monsieur le Président. C'est le second tour de notre élection présidentielle et Marine Le Pen et le président Macron et le candidat Macron débattent ce soir en direct à la télévision. Marine Le Pen est persona non grata en Ukraine, je le rappelle, depuis qu'elle a nié l'invasion de la Crimée en 2014. Si elle est élue, est-ce que vous lèverez cette interdiction? Tout dépend. Cela ne dépend pas de son statut. Cela dépend d'abord de ses principes, même pas de sa rhétorique, mais de ses principes. Si Madame la candidate comprend qu'elle s'est trompée, je crois que c'est une autre question. Nous avons des relations avec la France et tout d'abord avec les Français. Nous avons vu comment les Français sont descendus dans les rues et sur les places pour soutenir le peuple ukrainien. Je respecte l'histoire de la France et votre peuple. J'ai été dans plusieurs endroits en France. J'ai souvent cité l'histoire de vos villes comme un exemple pour notre État. Mais nous ne pouvons pas, en tant qu'Ukrainiens, et moi, en tant que président, dire que le blanc, c'est le noir et que le noir, c'est le blanc. Donc, si quelqu'un, en tant que leader, a une rhétorique contre les Ukrainiens, je ne dis même pas pro-russe, parce que tout ce qui est contre l'Ukraine n'est pas forcément pro-russe. Donc, s'il a une rhétorique anti-ukrainienne, évidemment, nos relations seront en conséquence.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler contre la France. Vous êtes un État souverain et encore une fois, je respecte beaucoup la France. Mais à titre personnel, préférez-vous travailler avec Marine Le Pen ou avec le président Macron ? C'est une question difficile. Je ne suis pas persuadée que j'ai le droit aujourd'hui d'influencer par mes mots ce qui se passe chez vous. Du point de vue politique, cela ne serait pas correct. Je veux dire que j'ai des relations avec Emmanuel Macron et je ne voudrais pas les perdre. Je crois que cette réponse est claire. Monsieur le Président, une question qui est très importante pour l'Ukraine et pour le sort de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut arriver à négocier un cessez-le-feu avec les Russes? À quelles conditions? Et puis surtout, pour l'avenir, est-ce que vous pouvez négocier la neutralité de l'Ukraine? Tout dépend de ce qui se passera chez nous concernant l'escalade actuelle. Ensuite, il faudra voir si la Fédération de Russie est prête à organiser cette rencontre, car il faut que ce soit une rencontre des leaders. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Cela voudrait dire que l'on veut terminer la guerre. Mais encore une fois, regardons les faits. S'ils nous donnent la date et le lieu, nous serons prêts à les rencontrer. Et on comprendra si on a la possibilité d'arrêter la guerre ou non. Je suis persuadée que la rencontre entre les leaders de l'Ukraine et de la Russie pourrait avoir lieu s'il y a la moindre chance d'arrêter la guerre. Mais alors, plus précisément, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous demandez à nouveau, ouvertement sur BFM TV, de rencontrer Vladimir Poutine? Est-ce que vous voulez le voir pour parler avec lui justement de la neutralité de l'Ukraine, du statut du Donbass? Est-ce que vous souhaitez cette rencontre avec le chef du Kremlin? On est prêt à tout. On est prêt à discuter la question des territoires occupés. Il faut résoudre le problème de la Crimée, tout comme le problème du Donbass, tout comme le problème du retrait de troupes russes du territoire national ukrainien. Il faudrait au moins retirer les troupes jusqu'à la ligne franchie par les Russes le 24 février. Ces pas intermédiaires doivent être faits par la Fédération de Russie. Il faut qu'ils reculent. On ne peut pas avancer vers la paix tout en avançant vers la guerre, car cela ne changera pas notre position et ce ne sera pas un dialogue. J'ai déjà beaucoup parlé de cela. Les médias ont beaucoup parlé de cela. Je suis un président différent. Nous sommes un État différent. Nous sommes unis dans notre amour envers l'Ukraine. Nous sommes pour le dialogue. Monsieur le Président, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de face-à-face possible avec Vladimir Poutine. C'est trop tôt, ce n'est pas possible en raison de la guerre. C'est ce que vous nous dites? C'est très simple. Si on veut commencer à mener des pourparlers, il faut que les deux parties le veuillent. Je ne veux pas quitter mon pays quand il y a la guerre.
Et ensuite, je n'ai pas besoin de l'ordre du jour. Je ne suis pas un bureaucrate comme les Russes. Je suis toujours prêt, depuis 2019, à les rencontrer. Il faut que la Fédération de Russie me donne la date et le lieu où on se rencontrera. C'est tout. Il ne faut pas d'autres détails. Dans les médias, j'attends les faits. Pas de mots. Nous sommes prêts. Pouvez-vous faire preuve d'optimisme d'une quelconque façon ce soir dans la terrible situation qui est celle de votre pays? Et ce sera ma dernière question. Quel est le message que vous souhaitez adresser ce soir au peuple français qui vous écoute sur BFM TV? Bien sûr, je suis optimiste. Je ne serai pas le leader de l'Ukraine dans le cas contraire. Si on n'était pas unis dans notre désir de vaincre, nous aurions été détruits par la Fédération de Russie. Nous avons foi en notre victoire. Mais c'est une question de temps. Et malheureusement, c'est aussi le problème de la quantité de victimes. Et je le répète, malheureusement, rien ne compte plus pour moi que la vie des gens. Et je voudrais que ce moment historique pour l'Ukraine, ainsi que pour toute l'Europe, soit un message pour les Européens qu'ils ne doivent pas choisir entre l'Ukraine et la Russie, mais qu'ils doivent choisir la vérité. La vérité qui est du côté de l'Ukraine. Nous n'avons pas raison à 99%. Nous avons raison à 100% car nous défendons à 100% nos valeurs communes. Je voudrais que la France soit à 100% de notre côté. Car la zone occupée pendant 8 ans n'était pas occupée par notre État, c'est une zone grise. Et il n'y a plus de vie dans cette zone. C'est pour cela que je vous appelle à ne pas choisir la zone grise, mais à choisir la vérité qui est du côté de l'Ukraine. Et je pense que beaucoup de choses dépendent de votre choix. Je vous souhaite de le faire comme vous devez le faire, de façon démocratique. Et je suis persuadé que c'est ce qui va se passer en France. Je suis persuadé que l'amitié va continuer entre nos peuples. Mais n'oubliez pas que nous sommes un peuple qui aime la vérité. Et j'espère que nous continuerons nos relations de partenariat et d'amitié. Nous l'espérons aussi et nous retenons ces mots prononcés en français sur BFM TV. Je suis optimiste. Merci beaucoup Volodymyr Zelensky d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV, de vous être adressé donc directement aux Français qui vous écoutent. Merci infiniment Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire à l'Ukraine.